7h15, Café. notre invité café, le devenir énergétique de la Guyane. Nous en parlons ce matin avec le directeur d'EDF Guyane, Michel Durand. Bonjour Michel Durand. Bonjour. Tout d'abord, les prix des carburants qui baissent, cela arrange, j'imagine, également vos affaires par rapport à des Gadécanes qui consomment pas mal de fuel. Oui, effectivement, quand le prix du carburant baisse, c'est une bonne nouvelle. Donc, y compris pour nous, puisque effectivement nos installations de production d'électricité tournent et fonctionnent avec du fioul, même si c'est pas le même fioul que celui qu'on a à la pompe. Mais dès que les cours mondiaux du baril baissent, c'est une bonne nouvelle, effectivement, d'une façon générale, pour l'électricité sur nos territoires, puisque il faut savoir qu'aujourd'hui, on vend l'électricité moins cher qu'on la produit. C'est le principe de la péréquation tarifaire ou de la continuité territoriale. C'est ça. Et donc, quand le prix du fioul baisse, ça veut dire que l'écart entre le prix de vente et le prix de production d'électricité est moins élevé. Donc, c'est bon pour tout le monde. Des Gadécanes, faut-il le rappeler, que vous connaissez bien, hein? Alors, oui, effectivement, vous êtes effectivement bien informé, puisque j'ai été directeur des Gadécanes de cette centrale de 2003 à 2006. Voilà, et donc je reviens en Guyane depuis 3 mois et c'est un retour. Pas trop déçu de revoir la centrale dans cet état. Elle aurait dû changer normalement. Fin 2006, on annonçait des grands changements à des Gadécanes. Alors, quand je suis parti en 2006, la décision avait déjà été prise de dire on va décaler le renouvellement et la reconstruction de la centrale de Dégradécane, puisque déjà à l'époque, il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient prises pour faire de l'énergie à partir de la biomasse. Et force est de constater que tous ces sujets de développement de filières renouvelables prennent du temps. La preuve en est, puisque aujourd'hui, en matière de biomasse, on a une centrale qui a été construite à Kourou, mais qui est très petite, et une qui est en cours de construction à Cacao, qui va ouvrir dans 2-3 ans. Et donc, entre-temps, la centrale, on a réinvesti à Dégradécane pour que la centrale continue à fonctionner. On a réinstallé des turbines d'avion, pour soutenir la croissance de la consommation en Guyane. Mais on arrive maintenant à une période qui est essentielle, c'est-à-dire qu'on est maintenant, cette centrale a encore vieilli. Et puis, d'un point de vue environnemental, on a des nouvelles réglementations qui vont arriver en 2023 et qui font qu'à partir de 2024, cette centrale, il faut absolument qu'on la remplace par une nouvelle centrale. L'après des Gadécanes qui se prépare d'ailleurs avec cette centrale du Larivot, construction. Où en sommes-nous justement ? Alors, les travaux n'ont pas encore commencé. On est dans une phase de concertation. Donc, d'abord, on a acquis le foncier. Les autorisations ont été données pour que ce projet se lance. Donc, on rentre maintenant dans une phase d'autorisation administrative avec un début des travaux qui doit commencer début 2020 pour une mise en service de l'installation à partir de 2023. 2023. Alors, une nouvelle centrale, ok, mais il faudra aussi penser aux petites unités de production, je vais dire, les installations intermédiaires qui sont elles aussi obsolètes pour ne pas effectuer tout ça de travail pour rien, on va dire. Alors, sur le domaine énergétique en Guyane, on a aujourd'hui plusieurs enjeux. On a le renouvellement de la centrale de Dégradécane, on vient d'en parler. Je dirais que c'est une pièce maîtresse pour qu'on puisse, nous, dans notre activité, continuer à faire en sorte que chaque Guyanais ait de l'électricité dans les 30 ans qui viennent. Mais en parallèle, on a un autre sujet, c'est qu'on a une croissance de la consommation. La population de la Guyane augmente, les usages aussi vis-à-vis de l'électricité augmentent, on a de plus en plus de clim, de plus en plus d'installations, ce qui est normal. Et par rapport à ça, même si on remplace la centrale de Dégradécane par celle du Larivot à 120 MW, eh bien, à côté de ça, d'ici 2023, il faut faire encore 60 MW d'énergie en plus. Il faut construire 60 MW. Et donc, on arrive vraiment sur un sujet majeur qui est de faire en sorte que toutes les formules de production d'énergie à partir des énergies renouvelables sur des installations qui sont souvent plus petites, voient le jour. Alors, c'est vrai en biomasse, c'est vrai en solaire, c'est vrai dans d'autres domaines, mais aujourd'hui, c'est un véritable défi pour la Guyane. Parce que quand on va arriver en 2023-2024, avec la hausse de la consommation, si on n'a pas réussi à faire ces 180 MW de production, on va être dans une situation qui va être embarrassante. Comment faire ? Voilà. Alors, on remettra des groupes de secours, on assurera notre rôle, nous, EDF, de gestionnaire de système et de continuité de fourniture, mais ce n'est pas satisfaisant. Un nouveau barrage ? C'est pas satisfaisant. Et puis après, quand on regarde plus loin,
parce que là, je parle 2023-2024, mais quand on regarde encore plus loin, eh bien, on a d'autres enjeux. D'abord l'Ouest, et dès à présent, mais encore, ça va devenir un enjeu encore plus important avec la croissance de Saint-Laurent. Et un projet minier peut-être qui pourrait se concrétiser. Un projet minier, si j'ai bien compris, qui va être autonome en production d'électricité, si mes informations sont bonnes. La révision du projet par la Compagnie de la Montagne d'Or vous paraît satisfaisante en termes énergétiques ? En termes énergétiques, oui. Ça me paraît un choix qui, aujourd'hui, permet à la fois de respecter plus l'environnement et puis permet aussi d'éviter que le mécanisme de péréquation tarifaire soit utilisé à des fins industrielles sur des projets de ce type-là. Donc je pense que c'est bon dans beaucoup d'aspects. Maintenant, s'il y a plusieurs projets miniers qui s'installent, y compris dans la même zone, à un moment, la pertinence d'avoir une ligne, d'alimenter, et en parallèle d'aller alimenter les communes qui sont sur le Maroni, reviendra peut-être autour de la table. Mais pour l'instant, je pense que la posture qui est prise est la bonne. Alors sur Saint-Laurent-du-Maroni, on a aussi un véritable enjeu et des opportunités aussi, puisque sur Saint-Laurent, il y a la possibilité de faire de la biomasse, mais il y a aussi de la possibilité, et ça semble apparaître de plus en plus, une nouvelle fois, de mettre à profit l'hydraulicité ou les cours d'eau de la Guyane, les fleuves de la Guyane, pour produire une énergie renouvelable, continue, et qui en plus crée de l'activité pour la Guyane. Olivier. Oui, alors vous l'avez plus ou moins évoqué, l'Ouest, comment sont intégrés justement les sites isolés dans cette vaste modernisation ? Alors c'est aussi un des aspects majeurs, c'est que la croissance dont je parlais, et on le sait tous, elle est très vive et très concrète dans les communes de l'intérieur. Donc on est en train de basculer, de mon point de vue, sur un modèle totalement différent et d'inventer un modèle différent pour les communes de l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, continuer à amener du gasoil par des fûts de 200 litres à Maripasoula en pirogue, on arrive à le faire aujourd'hui, mais quand on aura 40 000 l'exemple clients... de Talouane, par exemple, vous voyez de bon œil cette initiative de l'association Kuala Faya qui prend les choses en main justement en proposant... Alors, je vais terminer sur... Oui. Parce que sur les communes de l'intérieur, il faut à la fois... Oui. Je reviendrai sur votre question. Il faut à la fois réussir à avoir des installations qui permettent d'assurer la croissance, quand on parle de 40 000 habitants à Maripasoula, mais en même temps, il faut qu'on ait une production d'électricité qui évite d'avoir à transporter du fioul. Donc on est dans une double logique, c'est faire des énergies renouvelables dans ces communes-là et en plus assurer la croissance. Le premier exemple, ça va être Saint-Georges, 100% énergie renouvelable. Et ce modèle, eh bien, on est en train de le bâtir sur chacune des communes. Alors après, sur les écarts du Haut-Maroni, j'y suis allé il y a 15 jours, donc je suis allé voir parce que c'est un sujet qui, je pense, tient à cœur à beaucoup de monde, mais à EDF en particulier, puisque au-delà d'alimenter les centres des communes de l'intérieur, il y a aussi aujourd'hui plus de 300 écarts sur le Haut-Maroni et sur le Yapok qui ne sont pas alimentés en électricité. Et là-dessus, il y a des choses qui ont été initiées sur 5 écarts, Antékumpata, Taluène. Vous avez du mal sur ces écarts. Et ça a du mal. Ouais. Mais on a pris des décisions radicales, il y a 2 mois, pour faire en sorte que pour les clients, on change de stratégie, parce qu'on était aujourd'hui parti avec des installations un peu uniques, avec des cartes de prépaiement qu'il fallait recharger. Et donc on a pris la décision de balayer tout ça d'un revers de main et de mettre des compteurs comme ceux qu'on a sur Cayenne, où il y aura un abonnement type téléphone qui va être autour de 30 € par mois et qui va être une vraie avancée pour les habitants de ces communes qui aujourd'hui payent en moyenne 200 à 300 € de gasoil pour s'alimenter en électricité. Donc toutes nos équipes sont mobilisées. D'ici fin décembre, on aura un bon tiers des clients qui seront alimentés. Et avec Kuala Faya, on travaille à faire en sorte, main dans la main, à faire en sorte que les autres soient alimentés. Mais au-delà de cette tarification, en tout cas de ce nouveau système, est-ce que cela fonctionne ? Est-ce que les habitants ont de l'électricité tout le temps Alors oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, sur les écarts du Haut-Maroni, les écoles, l'eau, la téléphonie, tous les services qui sont des services communs sont aujourd'hui alimentés depuis plus de 6 mois et fonctionnent avec l'électricité qui est fournie par les centrales. Tout le temps. J'y suis allé moi-même, j'ai rencontré le directeur de l'école d'un des écarts et il était très content d'avoir son électricité et ça fonctionne tout le temps. La difficulté, c'est que pour avoir de l'électricité dans votre maison, il faut que votre maison soit aux normes.
Et la mise aux normes de la maison, alors les règles ont été adaptées pour les carbets des Amérindiens du Haut-Maroni, mais malgré tout, il faut avoir une mise aux normes pour des questions d'assurance et de sécurité. Et cette mise aux normes, aujourd'hui, elle n'est pas faite. Et donc l'ACTG a pris la décision de financer auprès des habitants la mise aux normes, et c'est Colafaya qui va la faire, pour qu'après on puisse alimenter et que chacun des habitants ait de l'électricité. Il y a plein d'autres points que nous aurions voulu aborder avec vous, Michel Durand, mais malheureusement le temps passe très vite. Vous reviendrez. Promis. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous, bonne journée. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.